Recording in progress. Oui, bienvenue dans le cours des tumeurs et masses pelviennes. Et nous allons débuter par les notions de tumeur ou de néoplasie. Donc, vous allez retrouver ça sur ma page, pas sur ma page, non, sur mon channel YouTube. C'est partie du cours. Et les tumeurs et masses pelviennes, nous allons voir et d'abord les notions de tumeur ou de néoplasie d'abord. Nous avons dit la dernière fois que nous avons introduit cette notion en mettant en contexte cette affaire de tumeur ou de néoplasie. Comme on se disait, depuis la fécondation où il n'y avait qu'une cellule dans notre corps, dans la plupart des organismes, dont les êtres humains, cette cellule devrait donner l'organisme que nous avons maintenant. Et pour arriver à cela, il fallait qu'il y ait des mitoses, des multiplications cellulaires. D'une cellule, et maintenant nous avons des milliards de cellules dans notre corps. Donc, comprenons qu'il y a eu des multiplications, mais vraiment un enchaînement de multiplications pour arriver à tout ça. Ce principe de mitose répétée, continue, qui va de la fécondation jusqu'à la mort, est contrôlé par un ensemble de mécanismes. C'est-à-dire, il y a quand même dans le corps, dans l'organisme, des mécanismes qui dictent comment ces mitoses doivent se faire et combien il doit en avoir chaque jour et pendant toute notre existence. Et nous comprenons qu'il y a eu quand même à un moment donné des choix. S'il vous plaît, Jean, ferme ta caméra. À un moment donné, on a eu des choix dans le corps, c'est-à-dire les cellules ont pu choisir de devenir des cellules de différentes lignées. Et justement, ce mécanisme que nous allons appeler homéostasie va réguler cette disposition des cellules à devenir des cellules spécialisées. Et ce phénomène s'appelle différenciation cellulaire. On appelle différenciation par définition. C'est le mécanisme qui préside au groupement des cellules en tissu et en organes. Par définition, la différenciation cellulaire, c'est le mécanisme qui préside au groupement des cellules en tissu et en organes. C'est-à-dire, et par exemple, pourquoi nous avons des cellules de l'œil, de la bouche, etc. C'est des choix qui ont été faits et ces choix ont été faits grâce à un mécanisme qu'on appelle la différenciation cellulaire. Au fait, au départ, il y avait trois lignées, comme vous le savez, l'ecto, le méso et l'endoblaste. Et ces trois lignées vont donner les différents, les différents organes, les différents tissus du corps humain. Nous parlons de l'être humain, de l'homme. Donc, nous comprenons d'abord, nous allons parler comme premier mécanisme, c'est les mitoses, régulées par l'homéostasie, ensuite la différenciation cellulaire. Mais au-delà de cette différenciation cellulaire, il y a des cellules qui sont condamnées à mourir. L'être humain mature, par exemple, chez nous, nous savons que chaque 90 à 120 jours, il y a des globules rouges qui sont nés et qui meurent. Il y a une programmation pour la mort cellulaire. On appelle ce phénomène apoptose. Apoptose, comme le mot le dit, A-P-O-P-T-O-S-E. Apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Donc, encore une fois, c'est l'intervention de l'homéostasie. Maintenant, tout en étant adulte, il y a des cellules qui sont remplacées tous les jours. Si vous grattez votre peau, vous allez voir qu'il y a quand même de la poussière qui sort. Cette poussière, c'est les cellules ectodermiques qui tombent parce que ces cellules sont remplacées continuellement, comme vos ongles sont remplacés, etc., comme vos cheveux et autres. Donc, les cellules qui meurent, il y en a qui meurent aussi à l'intérieur du corps. Il y a un programme pour nous débarrasser des cellules qui meurent. Mais il y en a d'autres qui ne meurent pas facilement, qui doivent être mangées tout en étant vivants. Il y a des cellules qui sont destinées à manger les cellules qui ne veulent pas partir. On appelle ces cellules des macrophages, des phagocytes, etc., des cellules qui doivent manger les autres cellules. Encore une fois, toutes ces cellules sont sous le contrôle de l'homéostasie. C'est-à-dire, il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y ait une quantité qui a à naître et une quantité aussi à disparaître. Et parfois, pour une raison ou pour une autre, il y a un petit excès. Il y a un ensemble de cellules qui échappent à cette homéostasie. Quand un groupe de cellules échappe à l'homéostasie, on va appeler ça une néoplasie. C'est une multiplication cellulaire nouvelle des cellules qui ne sont plus contrôlées par le corps de manière normale. Ça s'appelle une néoplasie. Une néoplasie, par exemple, il y en a qui sont physiologiques, qui sont quand même contrôlables après un excès. Ça s'appelle hyperplasie, par exemple pendant la grossesse. Vous savez qu'il y a quand même une hyperplasie mammaire, il y a plus de cellules dans les seins
dans la matrice et dans d'autres parties du corps pendant la grossesse, par exemple, ça s'appelle une hyperplasie physiologique. Il y a d'autres états encore à part la grossesse où on peut trouver en cours de la croissance des hyperplasies, c'est-à-dire des cellules qui sont en excès, mais quand même contrôlables par l'organisme. Ça s'appelle l'hyperplasie. Ce ne sont pas des tumeurs vraies, mais c'est quand même un excès. C'est quand même une déviation un tout petit peu de l'homéostasie, mais qui finit par être sous contrôle de l'homéostasie. Et ça se voit dans certains cas, c'est une adaptation. Par exemple, au chapitre 8 de Williams, vous allez voir maternal adaptation sur pregnancy. Donc, l'adaptation maternelle à la grossesse, vous allez voir qu'il y a pas mal d'hyperplasie au niveau du sang, au niveau de plusieurs organes, l'utérus, les seins, et le vagin, tout ce que vous voyez devenir plus gros, c'est parce qu'il y a un petit peu d'excès de cellules. Mais parfois, il n'y a pas d'excès, il n'y a que la cellule qui grossit, qui gonfle. Ça s'appelle hypertrophie. Hypertrophie cellulaire, c'est l'augmentation du volume de la cellule parce qu'il y a accumulation d'eau et d'autres matières. L'hypertrophie est différente de l'hyperplasie. L'hypertrophie, c'est la cellule qui grossit. Par exemple, en cas de sport, chez les sportifs, le ventricule gauche devient plus gros, de même que les, les muscles, les pectoraux, les biceps, triceps, même les quadriceps deviennent plus gonflés. Et dans ce cas-là, on a hypertrophie musculaire qui est différente de l'hyperplasie, par exemple, au niveau des seins pendant la grossesse. Voilà, en gros, nous on a fait le tour sur cette notion de. On a vu ça déjà la dernière fois, mais on comprend maintenant pourquoi c'est normal il y a certaines hyperplasies, il y a des néoplasies dans le corps, mais le corps quand même arrive à calmer ou encore à colmater ces brèches qui arrivent et qui font partie en fait, du processus de survie naturelle où il y a la croissance et aussi où il y a la mort programmée et aussi ce qu'on appelle la différenciation cellulaire, tout ce qu'on a vu la dernière fois et que vous comprenez maintenant. Et ce qu'il faut dire aussi, ces processus de multiplication cellulaire en excès et vont concerner les deux grands groupes de cellules dans le corps. Vous savez qu'il y a deux grands groupes. Il y a un groupe qui fait le revêtement, c'est-à-dire qui couvre les surfaces. En général, ces groupes-là quand même, sont dans des zones limitées. Par exemple, au niveau de la peau, on a ce groupe qu'on appelle les cellules épithéliales et qui sont prédestinées aussi à donner des glandes. Et, et ces cellules-là, en général, sont sur les organes. Par exemple, le péritoine, la plèvre et le péricorde, etc. C'est des cellules qui couvrent une surface donnée. Par contre, il y en a d'autres qui font la jonction entre plusieurs organes, bien entre plusieurs tissus. On appelle ça des cellules de jonction ou bien des cellules conjonctives. Alors que l'épithélium fait le vêtement, la couverture pour des organes, et le tissu conjonctif fait la liaison entre des organes. Par exemple, les os font la liaison entre différentes parties du corps, entre les articulations, de même que les articulations font la liaison entre les os, le liquide synovial, la lymphe, le sang, etc. Tout ce qui est liquide quand même dans le corps qui circule, le liquide céphalorachidien, c'est du tissu conjonctif. Les cellules qui y sont des cellules qui vacillent d'un endroit à l'autre. Donc, c'est le conjonctif. Et maintenant, pour, euh, pour, euh, pour cette affaire de néoplasie, eh ben justement, la néoplasie va concerner et à la fois les cellules épithéliales et les cellules conjonctives. Et normalement, quand on a une néoplasie qui est bien identifiée et qui demeure, on va parler de tumeur. Dans l'hyperplasie, on a beaucoup de chances que ça disparaisse, alors que dans une néoplasie qui va persister, dans ce cas, on va parler de tumeur. Et le suffixe homme, c'est ce qui fait et c'est ce qui fait la liaison pour les tumeurs, le suffixe homme. Donc, pour les cellules épithéliales, on va parler, parce que c'est des cellules qui vont donner les glandes, on préfère parler d'adénome, et on parlera de ça tout à l'heure. Adénè signifie glande. Pour les cellules conjonctives, c'est des cellules fibreuses qui sont un petit peu plus allongées. On va parler de fibromes. Donc, maintenant, nous rentrons d'emblée dans les définitions. Les tumeurs bénignes, adénome par définition, c'est une tumeur bénigne de l'épithélium, mais du tissu épithélial. Par définition, adénome, tumeur bénigne du tissu épithélial, alors que fibre
fibrome ou bien fibrome, c'est une tumeur bénigne du tissu conjonctif. Maintenant, donc, on comprend que le mot fibrome ne s'y concerne pas seulement l'utérus ou bien la matrice. Autant de fois qu'il y a la fibre lisse, musculaire lisse, par exemple, n'importe où dans le corps, on peut avoir un fibrome. Donc, on dit fibrome, fibrome utérin, mais il y a des fibromes partout, il y a des muscles lisses dans le corps. Donc, tumeur bénigne du tissu conjonctif, c'est fibrome, épithélial, c'est adénome. On va ajouter pour les tumeurs malignes le mot sarcome. C'est adénosarcome ou bien fibrosarcome. C'est tumeur, pratiquement tumeur bénigne. Sarcome, c'est tumeur maligne. Donc, et par exemple, alors, pour tumeur bénigne du tissu épithélial, c'est adénome. Conjonctif, tumeur bénigne, c'est fibrome. Mais quand on veut parler de tumeur maligne, on va parler de adéno et sarcome, ou bien maligne encore, c'est fibrosarcome. Voilà, sarcome, c'est suffixe faisant référence à une tumeur maligne. Alors, maintenant, quelle est la différence entre une tumeur bénigne et une tumeur maligne? On en a pas, on vient de citer ces mots, mais on ne comprend pas encore. Eh bien, justement, c'est très simple. On avait défini certains termes la dernière fois. On a dit que quand la cellule est en train de dévier, la cellule peut perdre sa forme et parfois sa fonction. Mais pour cette affaire de tumeur, on a dit que c'est quand il y a une néoplasie qui est difficilement contrôlable et qui n'arrive pas à être contrôlée par l'organisme. Dans la tumeur bénigne, qu'est-ce qui se passe? Il y a une néoplasie, mais les cellules vont garder leurs formes et leurs fonctions habituelles. Et ces cellules vont rester confinées à l'organe où la tumeur a été développée. Par exemple, si vous voyez là où vous portez des souliers trop petits, vous allez avoir des petites zones dures. Ces zones dures, si ces zones-là sont restées à un endroit et ont tendance à augmenter de taille dans le sens de la hauteur, on parle de corps. Dans le sens de la longueur, on parle de durillon. Vous savez voir ces choses dans le petit doigt, par exemple, pour les femmes, nos femmes en général qui portent des talons qui quittent. Excusez-moi pour le mot, c'est pas français. Des souliers à talons. Et les extrémités de ces souliers sont très, très étroites. C'est vrai que les pieds des femmes, c'est un peu différent des pieds des hommes. Mais quand même, des fois, elles emportent des souliers trop étroits et vous allez voir le petit doigt, le dernier orteil. On va avoir les corps, même pour les hommes, on peut avoir ça aussi. Mais aussi des durillons de manière un petit peu plus allongée. Si on les fend, on va trouver de la matière dedans. C'est comme des kisses. Mais bon, de toute façon, c'est des tumeurs bénignes et qui vont rester là, ils ne vont pas se déplacer. Et c'est pareil pour les kisses fonctionnelles de l'ovaire. C'est des petits kisses qui rentrent dans la fonction de l'ovaire et qui vont disparaître. Mais ces kisses ne vont jamais laisser l'ovaire, ils vont rester en place. Donc, par définition, la tumeur bénigne, c'est une tumeur, effectivement, un excès de cellules, mais les cellules qui gardent la forme initiale, qui restent confinées à l'organe développeur, l'organe où la tumeur, d'où la tumeur est née. C'est une tumeur bénigne. La grande différence avec la tumeur maligne, c'est comme non seulement il y a une modification de l'architecture cellulaire, de la forme, mais aussi de la fonction cellulaire. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les cellules ne vont pas rester dans l'organe développeur, ils vont aller dans d'autres organes. Ces cellules vont aller dans d'autres organes. Et les foyers secondaires sont appelés des métastases. Les métastases, par définition, c'est des foyers secondaires de la tumeur initiale, c'est-à-dire la tumeur initiale qui se déplace tout en restant sur place, mais la tumeur envoie des cellules à d'autres parties du corps. On appelle ça métastase. Donc, c'est un degré d'envahissement du corps. Et il y a plusieurs mécanismes de proximité par le sang, par la lymphe, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la tumeur maligne, au lieu de rester en place dans l'organe primaire, il y a quand même des groupes de cellules qui vont aller vers d'autres organes. Et cette migration des cellules vers d'autres organes, ça s'appelle métastase. Et les foyers secondaires, ça s'appelle les foyers métastatiques ou encore directement des métastases. Et parfois, même dans une tumeur maligne, la tumeur ne s'est pas encore déplacée. On parle de carcinome in situ. Et nous allons parler de dysplasie sévère pour le col. Donc, c'est la tumeur qui reste en place, qui est confinée à l'organe, qui n'a pas bougé.
C'est une tumeur maligne, mais qui ne s'est pas encore déplacée. Les cellules sont encore en place et à ce moment-là, on peut guérir la tumeur plus facilement si on fait une chirurgie. On enlève la masse, la tumeur est complètement guérie. C'est, c'est le meilleur des scénarios quand la tumeur existe, c'est de trouver une tumeur in situ. Un carcinome ou bien un cancer in situ, ou bien un cancer bien en place, un cancer qui n'a pas encore de métastase. Carcinome in situ, on l'appelle encore dysplasie sévère, qui est différent de cancer infiltrant ou envahissant, où la tumeur a déjà dépassé les limites de l'organe pour atteindre les zones avoisinantes. Et parfois, ça va même avoir des foyers bien loin dans le cerveau, dans n'importe quelle partie de l'organisme. Maintenant, comme nous parlons de tumeurs, est-ce qu'il y a une science qui s'occupe des tumeurs? Oui. Cette science s'appelle oncologie. Onco, c'est pratiquement du grec. Mais cancérologie, on l'appelle aussi carcinologie. Et à ce sujet, il faut parler des oncogènes, des carcinogènes, des cancérigènes, et il faut parler aussi des tératogènes, comme nous sommes en obstétrique gynéco, comme pour les sages-femmes. Je vais parler d'oncologie, de cancérologie, de carcinologie, d'oncogènes, de cancérigènes, de tératogènes. Je vais m'arrêter un tout petit peu pour les 14 personnes présentes maintenant pour me dire s'il y a une question. Je prends la question avant d'avancer. S'il n'y a pas de question, on avance tout de suite. On enchaîne. Ok. L'oncologie, la cancérologie, c'est la science la partie de la médecine qui s'intéresse à tout ce qui est tumeur, notamment les cancers. On parle de matériel oncogène, mais cancérigène, c'est tout ce qui peut provoquer des cancers. Par exemple, nous connaissons un virus oncogène en obstétrique qu'on appelle VPH, HPV, Human Papillomavirus, ou encore VPH virus, papillome humain. C'est un virus oncogène. On sait, on est sûr, quand ce virus est présent, il est à même de causer le cancer du col de l'utérus. Il y a d'autres oncogènes, nous connaissons le tabac, avec une quantité de substances oncogènes dans le tabac. Nous connaissons aussi les substances en plastique, les PCB, les polychlorobiphényles, les matières plastiques. Nous connaissons aussi plein de trucs dans l'amiante, par exemple, dans le plomb, par exemple. Par exemple, le mercure que vous voyez dans le plomb, dans les parfums, le fluor, dans les pâtes dentifrice, dans les déodorants, il y a plein de matières qui sont oncogènes, mais cancérigènes, malheureusement. Maintenant, il faut faire la différence avec les tératogènes. Les tératogènes, ce n'est pas des cancérigènes, mais c'est des substances qui sont susceptibles de provoquer des malformations chez le fœtus in utero. Quand la maman est exposée à ces substances alors que l'enfant est encore dans le ventre, l'enfant peut développer des problèmes, des atteintes anatomiques dans son développement. On appelle ça de la matière tératogène. Tératos qui signifie monstre. Donc, c'est comme en fait, ces matières peuvent engendrer la formation de monstres. On appelle ça des tératogènes. Par exemple, il y a plusieurs substances qui sont tératogènes. On a parlé des cancérigènes. Il y en a parmi les cancérigènes qui sont tératogènes. Par exemple, le tabac est tératogène, même s'il est cancérigène aussi. Il y a des médicaments qui sont tératogènes, qu'une femme enceinte ne doit pas prendre, etc. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, de voir la tératogénicité. Encore une fois, s'il y a des questions, on m'arrête, je prends les questions. Donc, comme on a fait, on a commencé avec la terminologie oncologique ou encore cancérologique. Rapidement, on va parler des tumeurs du sang, des cancers du sang. Quand ça concerne les cellules, la lignée lymphoïde, on parle de lymphome. Quand ça concerne la lignée myéloïde, on parle de myélome. Et quand ça concerne surtout les neutrophiles, on parle de leucémie, et etc. C'est les cellules à fonction immunitaire, notamment. Quand on a les lymphocytes B, T, pour le même macrophage dont on parlait tout à l'heure, peuvent avoir des cancers dans le sang, les leucémies et les lymphomes. Ça, c'est des choses à voir avec vos professeurs d'hémato. Et rapidement aussi, nous n'allons pas nous y attarder, mais il faut savoir que, parlant de cancer, il y a quand même tout un ensemble de procédés ou de procédures. On les appelle toujours des thérapies. Donc, si c'est des substances chimiques, on parle de chimiothérapie. Si c'est des rayons X, on parle de radiothérapie. Si c'est on parle de curithérapie, c'est comme on utilise comme une matière
propre qui est dérivé de plomb pour faire le traitement. On parle de chimiothérapie. Immunothérapie, c'est très en vogue actuellement. On arrive à développer des marqueurs spécifiques à des cancers et on sait quels médicaments qu'il faut produire directement pour attaquer ce cancer. On parle de substances immunologiques, on parle d'immunothérapie et même d'hormonothérapie. Si c'est une tumeur à potentiel hormonogène, on peut faire un anti-hormone pour bloquer le développement des cellules tumorales. Donc, on parle d'hormonothérapie. Mais il faut dire dans tout ça, en général, quand on a un cancer, de toute façon, il faut arriver à un point, il faut enlever le foyer primaire. Et dans ce cas, en dehors des cancers du sang, quand il y a un site privilégié, on voit la masse. Et là, il faudrait faire une chirurgie. Il y a d'autres traitements, la thermothérapie et la radiothérapie, ou même, on parle même d'ultrasonothérapie, on fait avec des sondes et des sondes en fait, des sons ultrasonores, etc., des ondes ultrasonores, etc. Bref, on a plein de trucs maintenant pour traiter, plein de procédés, procédures pour traiter le cancer. Et toutes ces procédures, on parle de thérapie à la fin. Maintenant, et notre rôle, c'est pas de parler des chimios, des radios qui sont quand même pas facilement accessibles dans notre pays. Le mieux pour nous, c'est de parler de comment essayer d'éviter, comment éviter les cancers avant d'arriver à notre sujet, les masses pelviennes et les tumeurs pelviennes. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter les cancers? Ça, c'est un cours que j'ai prélevé ça dans un de mes cours en santé publique et c'est une diapositive et qui dit tout concernant la santé. C'est un continuum entre la santé et la maladie. En fait, nous nous référons à la définition de la santé de l'OMS qui dit que c'est pas seulement une absence de maladie, la santé, c'est un état de bien-être complet, moral, physique, mental, etc. Donc, on voit que dans la santé, il y a plus que l'absence de maladie physique, comme on dit, le silence des organes. Quand on n'est pas malade, on oublie si on a des organes. Mais dès qu'on est malade, on donne attention à nos organes. Donc, la santé, on dit, c'est le silence des organes. L'absence du bruit, les organes ne parlent pas. Dans ce cas, et nous sommes en santé. Mais il y a plus que ça. Parfois, on peut être malade sans avoir quand même une altération organique, physique. On peut être malade du cerveau, du mental, et c'est les maladies psychiatriques, psychologiques, etc. Bref, il y a un continuum entre la santé et la maladie, et c'est pas seulement le fait de ne pas d'avoir une jambe cassée qui qu'on est malade, on peut avoir une maladie sans avoir une atteinte physique. Donc, on va parler de la santé optimale à la santé détériorée. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs axes d'intervention. Il y a trois axes pour parler, pour aborder, mais pour gérer ce qu'on appelle les états de santé. On va pas dire la maladie, les états de santé. De la santé optimale, on va prévenir et de la santé très détériorée, on va soutenir jusqu'à la mort. Alors, comment faire la prévention? Il y a trois niveaux. Il y a ce qu'on appelle la promotion de la santé, la prévention pure et le dépistage. Et vous allez regarder en haut, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a directement des facteurs sur lesquels on peut agir. Par exemple, qu'est-ce qu'on entend par promotion de la santé? Pour faire de la promotion de la santé, on va agir sur les déterminants de la santé. Qu'est-ce qu'on entend par déterminants de la santé? Par exemple, est-ce que vous savez que, par exemple, la sécurité routière fait partie des déterminants de la santé? Si vous avez beaucoup d'accidents de la circulation, ça peut occasionner la mort, ou bien ça peut donner des handicaps physiques, etc. Donc, la sécurité routière fait partie de la gestion de l'environnement, le tabagisme, ou encore, voyons autre chose, l'éducation, par exemple, le niveau de richesse de l'individu, tout ça, c'est des déterminants de la santé. Plus on est pauvre, plus on est malade facilement. Moins on est éduqué, plus on est malade facilement. C'est des gradients, on a vu, on a constaté vraiment. Donc, il y a des déterminants de la santé qui n'ont rien à voir avec la santé, qui n'ont rien à voir avec comme les soins ou encore et la maladie en tant que telle. Donc, par exemple, les accidents de la route font partie des... Donc, la sécurité routière, c'est un déterminant de la santé. Maintenant, on va faire la prévention quand on connaît les facteurs de risque. Par exemple, moi-même, mes deux grands-parents ont été diabétiques côté paternel. Ma grand-mère est morte de pied diabétique comme mon grand-père. Je sais que j'ai un frère qui est diabétique. Je sais que je suis à risque de développer le diabète. Je peux diminuer mes facteurs de risque
parce que génétiquement, je suis prédéterminé, mais je vais manger moins de sucre, faire du sport et manger mieux. Et comme ça, je vais réduire quand même mes appels pancréatiques. Donc, je vais moins avoir tendance à développer le diabète. Donc, ça, c'est parce que j'ai un facteur de risque. Et aussi, c'est valable pour les maladies cardiovasculaires, à part le diabète et l'hypertension artérielle, par exemple. Si vous avez des parents hypertendus, vous savez que vous êtes à risque d'hypertension artérielle, vous diminuez votre consommation de sel, diminuez votre sédentarité, essayez de marcher. Si vous êtes obèse, etc., donc il faut diminuer le facteur de risque pour éviter certaines maladies. Encore une fois, nous sommes au niveau de l'acte de la prévention, c'est de la prévention à proprement parler parce que nous agissons sur les facteurs de risque. Tout comme nous pouvons agir aussi sur les maladies asymptomatiques. Et ça, c'est le goût de la médecine actuellement. On arrive quand on sait maintenant qu'il y a beaucoup de maladies qui sont dans le corps et qui vont se déclarer très tard. Pour ce faire, nous allons agir sur certaines maladies asymptomatiques. Par exemple, dans ce cas, nous allons faire ce qu'on appelle des dépistages en obstétrique, en gynéco. Exemple, le pap smear, le papa Nicolas Hôtesse, ou encore l'IVA, l'inspection visuelle à l'acide acétique, ou même le DNA testing pour chercher le virus qui cause le cancer du col. Ça, c'est de rechercher quelque chose qui est là et qui, à n'importe quel moment, peut donner des complications. Donc, de même qu'on peut faire la prévention active avec la vaccination, par exemple, pour le cancer du col, actuellement, on a un vaccin et il est prouvé que celles qui prennent le vaccin développent moins le cancer du col. Et même pour les filles avant, on pensait que les filles qui avaient déjà les rapports sexuels et n'étaient pas quand même, n'avaient pas de bénéfice pour le vaccin, mais maintenant, on sait que même pour celles qui ont déjà eu des contacts avec le virus HPV, si vous donnez le vaccin, vous retardez quand même, vous diminuez la possibilité d'avoir un cancer du col. Voire pour les filles qui n'ont jamais eu de rapport sexuel, tout comme les petits garçons aussi. Et de plus en plus, ces pays qui ont les moyens, parce que le vaccin coûte cher, mettent ce vaccin à la disposition du gros de la population, comme pour les vaccins contre la diphtérie, les vaccins contre le tétanos ou encore la rougeole. Donc, c'est des vaccins qu'on donne parmi les paquets, les paquets vaccinaux dans les pays industrialisés, par exemple au Canada, aux États-Unis, on en donne gratuitement aux filles et aux garçons de moins que 10 ans. Donc, ça, c'était pour parler un peu de la prévention. Prévenir, c'est un axe d'intervention. Et nous voyons trois niveaux qu'on peut agir, c'est les déterminants de la santé, les facteurs de risque et les maladies asymptomatiques. Maintenant, ce que nous faisons, nous agissons surtout en Haïti comme des pompiers. Nous faisons surtout des interventions dans la phase aiguë de certaines maladies. Là, nous appelons à la guérison. Et nous savons mieux, il y a un adage depuis bien longtemps dans la médecine qui dit prévenir vaut mieux que guérir. Chez nous, éviter mieux demander pardon. Donc, éviter la maladie vaut mieux quand même que d'atteindre la maladie et d'aller chercher la guérison. Donc, mais dans cette phase, nous faisons le diagnostic. Nous cherchons à savoir, donc nous sommes malades, nous allons chez le médecin. Le médecin utilise ses connaissances et d'autres moyens pour faire le diagnostic. Et à partir du diagnostic, le médecin installe un traitement de courte durée. Par exemple, quelqu'un qui a une fièvre céphalée et en fait des troubles gastro-intestinaux, nous pensons à la typhoïde et au malaria. Nous faisons un malaria test ou bien un vidal test. Nous confirmons qu'il y a la présence de la malaria ou bien de la typhoïde. Nous donnons un traitement pour 3 jours, en général pour la malaria 3 jours, et puis la personne est guérie. Ça, c'est le pompier qui agit, mais nous ne faisons pas de prévention, nous ne donnons pas les moustiquaires, nous ne combattons pas les zoozoologies qui donnent la multiplication à nos anophèles, etc. Donc, nous agissons surtout en pompiers. Et malheureusement, ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et on sait actuellement, les soins, ce n'est pas les meilleures choses en matière de continuum santé et maladie. Si vous êtes arrivé dans les soins, vous êtes déjà plus près de la santé détériorée que de la santé optimale. Tant que vous restez dans la prévention, vous êtes plus près de la santé optimale, alors que quand vous allez vers et quand vous êtes déjà dans la maladie aiguë, vous êtes plus près de la santé détériorée. Mais dans certaines situations, on n'arrive pas à guérir la phase aiguë. Bon, si la phase aiguë passe, on va entrer dans un état chronique. Par exemple, il y a des maladies comme l'hypertension artérielle, comme bon, quelqu'un qui a un accident qui a perdu un membre, ou bien quelqu'un qui a un stroke, donc un AVC, comme on dit en créole, en français, un ACV ou bien un stroke. Cette personne-là va vivre avec des séquelles, donc ça rentre dans le cadre d'une maladie chronique. Et dans les maladies chroniques, nous allons quand même assister les gens, donner des conseils, des médicaments, certaines fois. Et parfois, même avec tout ce que nous faisons, la personne va entrer dans un état où la personne aura des incapacités
Quelqu'un qui a une hypertension artérielle qui est mal gérée ou bien qui a un diabète qui est mal géré, le diabète mal géré va aboutir à une amputation de membres. L'hypertension mal gérée va aboutir à un stroke. Et quand même, c'est comme des membres amputés, des membres difficiles à fonctionner. Et dans ce cas, nous allons assister ces personnes. Et nous sommes arrivés à un endroit maintenant, nous allons soutenir les personnes. Dans l'hypertension artérielle et le diabète, nous allons faire la prise en charge continue pour les maladies chroniques. Mais pour certaines fois, nous avons des incapacités, par exemple, des handicaps où il y a un membre qui est perdu, ou par exemple, on a un stroke, etc. Il faut faire ce qu'on appelle l'adaptation et la réadaptation. Certains pays, il y a même l'adaptation avec les constructions, etc. Il y a même l'adaptation avec les constructions, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans certains pays pour permettre aux gens de vivre avec des incapacités. C'est même ce qu'on appelle la réadaptation. Et parfois, on n'arrive même pas à aider la personne à ce niveau, c'est-à-dire en réadaptation et en adaptation. Et on sait que cette personne ne peut rien faire. Par exemple, dans la phase terminale des cancers, et quelqu'un qui a un coma diabétique qui ne revient jamais, et on fait le soutien à la personne et on donne des soins palliatifs. Dans ce cas, on est plus proche de la santé détériorée. Et la dernière détérioration, c'est la mort. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement une question de maladie aiguë qu'on va traiter, qu'on va guérir. C'est très peu d'actions. Dès qu'on est là, on est à moitié vers la santé détériorée. L'idéal, c'est de faire la promotion de la santé. Là, on est plus proche de la santé optimale. Et quand on commence à aller vers la prévention de dépistage, on est en train d'abandonner la santé optimale. Et quand on arrive au soutien et aux soins palliatifs, on est plus proche de la mort. Je voulais vous en parler parce que vous allez être des dirigeants. On a ici tout le monde avec nous. Et on devait en parler aussi à la faculté de médecine, à les différentes facultés de médecine, pour savoir que maintenant, on ne vise pas la phase aiguë, la maladie en phase aiguë, parce que finalement, c'est une goutte d'eau dans l'océan, vraiment. Et les vraies interventions consistent à faire la promotion de la santé, la prévention, le dépistage, pour éviter, pour avoir le moins de maladies possible, le moins de malades possible. Et comme ça, nous allons avoir une société en bonne santé où les gens sont vraiment contribuent à l'économie nationale. Voilà, s'il n'y a pas de questions sur ce diapo, ce qui est intéressant, beaucoup, très, très intéressant, on va passer à une autre diapositive. Ce qui nous intéresse surtout en obstétrique et en gynéco, nous allons parler rapidement de la prévention et le dépistage des tumeurs et cancers gynécologiques. Naturellement, la prévention, c'est la prévention générale, c'est-à-dire encourager un mode de vie sain, l'hygiène, l'alimentation, éviter les additifs et les aliments avec additifs, tout ce qui est conserve, tout ce qui est les aliments emboîtés, les matières plastiques, tout ce qui est construit, par exemple. Vous pouvez avoir une bouteille d'eau qui a été exposée au chaud, qui a été congelée, la façon dont nous faisons les sachets d'eau en Haïti, malheureusement, on en utilise, mais sachez que tout ce qui est en plastique apporte des substances dans votre corps qui sont cancérigènes, malheureusement. Et la gestion du sucré, du salé, du gras, tout ça. L'exercice physique, la sédentarité qu'il faut gérer. Mais surtout, je dois parler un tout petit peu de la gestion du stress et le sommeil. Des études ont prouvé que les gens qui dorment 8 heures par jour ont un taux de cancer presque nul. Donc, ne dites pas, je ne suis plus un enfant, je n'ai pas besoin de plus que 3 4 heures de sommeil par jour. Restez sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux et ne pas dormir. Au contraire, quand vous dormez, vous emmagasinez, vous éliminez les toxines et vous emmagasinez de l'énergie positive pour continuer à vivre sainement. Donc, le sommeil, à part l'alimentation saine, les conduites hygiéno-diététiques meilleures, le sommeil fait partie aussi de la gestion d'un mode de vie sain. Voilà, maintenant on va passer à la prévention active. Dans notre cas, nous allons faire surtout de la vaccination. Et si on reste au niveau prévention dans les axes d'intervention que nous avons vus tout à l'heure, nous allons surtout faire du dépistage, ce qui est à notre portée encore en Haïti, heureusement. Le dépistage pour le cancer du sein en particulier, le cancer du col chez nous. Le cancer du sein, vous savez, c'est simple. Avec l'autopalpation, mensuellement, tous les mois, il faudra palper les deux seins. Juste après les règles, mais le troisième jour des règles, on commence à mettre les mains sur les seins devant un miroir, main droite pour sein gauche, main gauche pour sein droite, main droite pour sein gauche, main gauche pour sein droit. Et on les palpe, on glisse la main de haut en bas des différents cadrans, des quatre cadrans, et on voit, on regarde et on cherche s'il y a une petite boule. On va voir le médecin si c'est ce qu'il faut faire avec cette petite boule.
Ça, on commence ça depuis qu'on est pubère jusqu'à la mort, même au-delà de la ménopause. Quand il n'y a plus de règles, on fait ça chaque mois. L'autopalpation des seins. Et aussi, à partir de certain âge, s'il n'y a pas d'histoire de cancer du sein dans la famille, avec une histoire de cancer du sein dans la famille, on peut commencer avant 30 ans. Mais quand il n'y a pas d'histoire de CA du sein, pour certains pays, c'est à 35 ans, pour d'autres, c'est à 40 ans. Mais au-delà de 40 ans, c'est sûr qu'on doit faire une mammographie annuelle. Mammographie, c'est une sorte de radiographie qu'on fait pour les seins et qui détecte dans 90% des cas s'il y a un processus de cancer qui se développe. Pour prévenir ce cancer, donc on fait le dépistage, comme on a dit dans les maladies asymptomatiques. Maintenant, en Haïti, nous allons voir le cancer le plus courant, c'est le cancer du col, de l'utérus. Pour éviter ce cancer du col, nous allons faire son dépistage. Et le test qu'on utilise malheureusement jusqu'ici en Haïti, c'est le Papa Nicolas test. Et dans certaines fois, en province, nous utilisons aussi l'inspection visuelle à l'acide acétique et nous faisons des prélèvements pour envoyer au laboratoire. Le PAP test, Papa Nicolas test, ou bien le PAP smear, le frottis cervico-vaginal, c'est le test le plus fréquemment utilisé dans le monde, mais en Haïti, c'est ce que nous faisons. Mais de plus en plus, on tourne le dos à ces tests, qu'il s'agisse du PAP test ou bien de l'inspection visuelle à l'acide acétique. On va vers ce qu'on appelle le DNA test, HPV testing. On va faire comme un frottis ordinaire, comme ce que vous appelez frottis, avec un gros applicateur. On donne à la femme de passer quelque chose dans la partie où elle se sent dure dans son vagin. Donc, d'exposer dans l'exocol, c'est le plus. Mais actuellement, le monde va vers ça, pour qu'on va faire un pap test où la femme va faire son prélèvement à la maison. Parce que les femmes ont peur d'aller chez le médecin, certaines femmes ont peur du gynécologue ou de la sage-femme. Elles vous disent généralement, je ne suis pas prête à exposer mon intimité à quelqu'un. C'est pas mon partenaire. Et donc, elles pourront, à l'avenir, dans très peu de temps, dans certains pays, faire toutes seules. Déjà, c'est un expériment dans de plusieurs zones aux États-Unis, dans l'Ohio, dans plusieurs États, et aussi au Canada. Et je connais aussi en Belgique, on le fait. Donc, il y a des projets pilotes partout où les femmes font leur propre prélèvement, c'est-à-dire on leur donne un gros applicateur, non applicateur, qu'elles introduisent dans leur vagin et arriver aux parties dures. Parce que d'habitude, les femmes qui ne savent pas pensent que le col, c'est une partie qui est très dure dans le vagin et elles vont essayer de l'entrer et le tourner pour prélever des cellules et ils vont pousser la rentrée, etc. Et en revenant avec, on va l'analyser. C'est un pap test c'est un auto-pap smear et on lui donne la lame, elle expose, elle fait son pap test toute seule. Et elle ramène ça dans un laboratoire d'histologie et on commence à faire ça. Et on fait une sorte d'éducation dans le kit, on met, soit on donne des autres sur Internet ou bien on met dans le kit comme ça, un petit guide, un petit livret qui explique à la femme comment faire son prélèvement toute seule. Et ça, on pense que ça va éliminer cette affaire de pap test, d'aller chez la sage-femme, le sage-femme, le gynécologue, on va finir avec ça. Le DNA testing, c'est pour faire le dépistage, on oublie la vaccination pour le moment. Et aussi, on peut faire le dépistage pour les cancers de l'endomètre et autres. Il y avait une question. OK, c'est très bien. Vous êtes connecté sur email, INSFS. Ça me fait grand plaisir, parce que je ne vois pas beaucoup de gens. C'est très bien. Je suis tout heureux. Et oui, on continue, mais il n'y a pas beaucoup de questions, malheureusement. Vous pouvez me poser des questions à tout moment, il faut m'arrêter parce que je suis prêt à cela. Vous ne savez pas combien ce cours est important pour moi. Et vous allez pouvoir nous aider à diminuer notre taux de cancer en Haïti avec ce cours. Et oui, nous terminons dans cette partie de prévention avec les ovaires. Les ovaires et l'endomètre, on a surtout les marqueurs tumoraux de manière non agressive et l'imagerie, notamment l'échographie. Vous ne savez pas, l'échographie peut aider aussi à dépister certains cancers, notamment de l'endomètre après la ménopause, mais aussi de l'ovaire, mais c'est dans une phase plus ou moins avancée. Voilà en gros ce que je devais vous dire sur le dépistage et nous allons passer rapidement dans le chapitre qui nous intéresse, l'une des masses pelviennes les plus courantes en gynécologie, l'une des tumeurs les plus courantes en gynécologie, le fibromyome
ou bien léomiome, ou bien fibrome utérin, en anglais uterine fibroid. Donc, je crois que ça, c'est un sujet d'intérêt. S'il est vrai que je donnerai au moins une question ou deux sur la prévention du cancer et en gynécologie, sans doute. Mais le fibrome, il n'y a pas de doute. Si on aura 20 questions pour l'examen final, au moins 20, pour ne pas dire 30, eh bien, il y aura des questions sûrement sur le fibrome utérin parce que ça fait partie de ce que vous devez connaître dans votre cours de gynéco parce que vous allez avoir fibrome et grossesse et aussi vous allez rencontrer des femmes qui saignent parce que le fibrome, s'il faut retenir une chose, c'est que le fibrome fait saigner. Bien, alors, par définition, c'est quoi un fibrome ou un fibromiome utérin? C'est une tumeur bénigne du myomètre. Mes amis, c'est par définition. C'est une tumeur bénigne du myomètre. Nous savons que l'utérus a une couche de muscles. La musculeuse s'appelle myomètre. Donc, par définition, vous allez voir que des gens que vous allez rencontrer en stage, même des professionnels de la santé, parlent de fibrome. C'est triste parce que là, maintenant, vous connaissez pourquoi on dit fibrome. Donc, il n'y a pas de R après le F. C'est fibre. C'est le tissu conjonctif qui s'appelle fibre. Eh bien, nous disons fibrome. Fibre, paume, c'est tumeur. Fibre, c'est tissu conjonctif. Donc, fibrome, fibromiome pour l'utérus. C'est le plus courant des fibromes d'ailleurs. Mais ces fibromes, ça, on peut avoir ça dans n'importe quel autre endroit où il y a le muscle lisse. Nous en parlons aussi de léiomiome pour le muscle lisse. Pour le muscle strié, mais rouge, parlons de rhabdo, RH, rhabdomyome. Mais pour le liste qui nous intéresse, c'est le léiomiome ou bien fibromyome, fibrome tout court, parfois nous disons myome carrément. Donc, c'est le fibromyome, myome, léiomiome. Tout ça, c'est pour parler du fibrome utérin. Donc, le fibrome utérin, le léiomiome, le myome, le fibroid. Voilà. C'est les différents termes qu'on utilise pour parler de fibrome utérin. Et je crois que ça devrait vous intéresser. Par définition, nous avons dit que le fibrome utérin, c'est la tumeur bénigne du myomètre. Donc, c'est le fibrome utérin, c'est par définition tumeur bénigne du myomètre. Par définition, le fibrome utérin, c'est une tumeur bénigne du myomètre. Donc, c'est en fait du muscle utérin. Et je crois que ça, c'est important pour vous de retenir cette affaire des gens qui parlent de fibrome. Désormais, nous savons que ce mot, malheureusement, c'est des gens qui ne connaissent rien du tout en médecine qui prononcent cette affaire de fibrome. J'ai entendu ça dans une maternité dans notre ville de Port-au-Prince, malheureusement, et malheureusement, j'étais tout étonné de la part de la personne que ce mot était venu parce que normalement, je ne m'attendais pas à ça du tout de cette personne disant la dame a des fibromes. Non, la dame peut avoir des fibres. D'accord? OK, on va progresser rapidement. Donc, comme ça se développe dans le muscle utérin, et nous savons que l'utérus a trois couches, qu'est-ce que nous devons dire? Ça peut se développer plus proche de la couche externe, le péritoine, puisque ça se développe dans le muscle, mais en dessous de la couche externe. Comme la couche externe, c'est une séreuse, je disais que l'épithélium, bon, je disais ça dans un cours précédent sûrement, l'épithélium, tissu de vêtements, ça couvre les organes, donc ça peut couvrir l'organe à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, ça va produire des substances, on appelle ça du mucus. Donc, on dit que c'est une muqueuse. À l'extérieur, ça va seulement faire la couverture, on parle de séreuse, puisque ça va produire quelque chose de séreux, un petit peu plus dur, et on appelle ça séreuse. Donc, la couche externe, bon, il y a certains qui l'appellent périmètre, mais c'est le péritoine qui couvre l'utérus. C'est une séreuse. Donc, quand le myomètre, il y a la tumeur qui se développe plus proche de la séreuse, on parle de fibrome sous-séreux. Et quand ça se développe loin de la séreuse, loin de la muqueuse, à l'intérieur directement dans le muscle, on parle de
fibrome interstitielle, mais intramurale dans le muscle lui-même, sans aller ni en dehors ni en dedans. Et quand ça se développe vers la cavité, c'est-à-dire en dessous de la muqueuse, on parle de fibrome sous-muqueux, et parfois ça arrive à faire un trou, ça perfore la muqueuse pour aller directement dans la cavité utérine, parce qu'on parle de fibrome intracavitaire. Alors, l'image qu'on va se rappeler toujours concernant l'utérus, parce que là, je parle avec des gens initiés avec qui on a discuté sur l'anatomie, même l'embryologie de l'utérus, on a même donné des questions d'examen là-dessus. Et nous savons que l'utérus a la forme d'un avocat. On le disait pour d'autres, c'est la forme d'une poire renversée, mais disons un avocat avec le bec qui est le col, la grosse peluche qui est quand même, comme on dit chez nous, la peau de l'avocat, la chair, bien, la partie comestible de l'avocat, là, ce qu'on appelle la chair, c'est le muscle, le myomètre. Et puis, il y a en dessous de la chair, vers le trou, il y a une petite peluche qu'on appelle l'endomètre. Et il y a un trou, quand on enlève le noyau, le grain, excusez-moi. Et dans le trou, il y a un creux, un vide, ça c'est la cavité. Quand il y a un enfant, c'est le noyau, le grain. Quand il n'y a pas d'enfant, c'est vide. Donc, c'est la cavité utérine. Donc, on a expliqué que si on fait l'analogie pour parler des fibromes, donc quand la partie comestible développe une moule en plus, une masse en plus, c'est le myome, le fibromyome. Ça peut être vers la peluche, la grosse peluche en dehors, ça c'est le sous-céreux, vers la petite peluche, ça c'est le sous-muqueux. Quand ça reste directement dans la partie comestible, dans la chair ou bien dans la partie comestible, on va pas parler d'intramural ou interstitiel. Et parfois, quand ça perfore la petite peluche à l'intérieur pour rentrer dans la cavité, dans ce cas, on va parler de fibrome intracavitaire. Pourquoi ces différentes connotations? Nous allons voir qu'en fonction de cet emplacement, on va avoir des symptômes spécifiques. C'est pourquoi d'emblée, nous parlons des différentes localisations des biomes ou encore des fibromes. Donc, vous pouvez regarder avec moi, c'est mieux visible maintenant. Et intramural, par exemple, nous prenons dans le fond utérin, regardons, nous avons un fibrome intramural et on a un fibrome pédiculé sous-séreux qui est non loin de la corne, en haut et à droite. Et en haut et à gauche, regardons, nous avons un fibrome et sous-muqueux, mais qui n'a pas perforé la petite peluche, nous disons sous-muqueux. Et là, on n'a pas d'intracavitaire, ben, je devrais en mettre un intracavitaire aussi. Intracavitaire, c'est quand ça perfore et rentre dans la cavité, ça peut communiquer avec le col. Donc là, on parle de fibrome intracavitaire. Voilà, en gros, nous voyons les différentes localisations. Et nous allons parler après des symptômes, mais rapidement, je peux vous dire que vous comprenez que le fibrome qui est sous COE va soulever le péritoine, ça va surtout vous donner des douleurs, mais ça peut aussi, dans la zone où ça se trouve par rapport aux autres organes, donner des compressions, de la gêne, G accent circonflexe NE, de la gêne pelvienne, par exemple, des compressions ou encore des obstructions. Si ça se développe, par exemple, et tout près du col, vers le col de la vessie, ça peut donner quand même ce qu'on appelle une obstruction et de la vessie, mais tout comme comprimer la vessie, tout comme obstruction de l'urétère. Quand ça presse la vessie, nous allons avoir une pollakiurie et une dysurie même quand ça presse l'urétère. Et quand ça presse en arrière sur le rectum, nous allons avoir ce qu'on appelle une constipation, etc. Donc, nous allons voir ça quand nous parlons des symptômes. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des fibromes, qu'ils soient intramurales ou encore sous muqueux et intracavitaires, vont occasionner surtout des saignements. Le maître symptôme des fibromes, c'est les saignements, notamment la ménorrhagie et aussi la ménométrorragie. Le symptôme le plus classique, le plus courant des fibromes, c'est la ménorrhagie ou la ménométrorragie. Question qu'on a donnée dans notre quiz, la ménométrorragie, c'est quand les règles durent et les règles viennent et les règles ne partent pas tout de suite. Donc, c'est des saignements, mais qui vont persister au-delà de. C'est la ménorrhagie, mais quand ça vient et ça reste pendant très longtemps, on parle de ménométrorragie. OK, alors, rapidement, et que dire des fibromes? Est-ce que le fait que quelqu'un a un fibrome, la personne va avoir un saignement? Rapidement, je dois vous dire que si nous parlons de fibromes, nous devons parler un tout petit peu de l'évolution des fibromes. Comme on disait tantôt, alors je ne vous ai pas parlé de la cause des fibromes, mais je dois vous dire qu'on ne connaît pas la cause des fibromes. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que le fibrome est plus courant dans la race noire
et aussi chez les femmes qui n'ont pas d'enfants. La femme noire, nulle part ou possible part, a plus de chances de développer des fibromes. On ne connaît pas la cause. Je reviens là-dessus. La cause du fibrome est inconnue. Personne ne sait pourquoi une femme va développer. C'est même pas héréditaire. Bon, on pensait que c'était héréditaire, mais c'est pratiquement pas héréditaire. C'est vrai, on a constaté ça dans certaines familles, mais on pense que c'est les modes de vie qui influencent parce que une femme qui a grandi en Haïti, celle qui a grandi aux États-Unis, deux jumelles de même mère, celle qui est en Haïti développe des fibromes, celle qui est aux États-Unis n'en développe pas. C'est les facteurs alimentaires et les habitudes de vie qui vont jouer probablement, mais c'est pas dans le cycle que la femme a acquiert les fibromes. Donc, c'est pas un UTO. Bref, c'est pratiquement pas héréditaire, mais on sait que c'est dans la race noire, c'est plus courant dans la race noire. Mais aussi et surtout chez les femmes, surtout qui vont mettre du temps à enfanter, les sages-femmes sont de bonnes candidates. C'est-à-dire qu'ils vont attendre 35 ans, 30 ans et 35 ans avant d'avoir leur premier enfant, ou qu'ils ne feront pas d'enfant du tout. Donc, c'est les nullipares et les possipares qui vont développer des fibromes en termes de facteurs de risque. C'est la race noire, les nulli et les possipales. Donc, comme vous savez, les facteurs généraux de tumeur, c'est-à-dire la sédentarité, le stress, le tabac, l'alcool, tout ça va jouer, mais ça, c'est les facteurs généraux pour toutes les tumeurs et pour toutes les maladies chroniques. Mais ce qu'il faut retenir surtout concernant le fibrome, le premier facteur de risque, c'est la race noire. Le deuxième, c'est le fait d'avoir très peu ou bien pas d'enfants du tout. Donc, la nulliparité ou bien la possiparité, très peu ou bien pas d'enfants du tout. Maintenant, de manière évolutive, comment évolue le fibrome? On sait qu'il ne peut pas y avoir le fibrome chez une fille qui n'a pas encore ses règles. C'est de toute façon après la puberté. Et les fibromes ont tendance à disparaître après la ménopause. Donc, en général, c'est des tumeurs qui grandissent pendant la période d'activité génitale des ménages à la ménopause. Si on a des fibromes après la ménopause, ces fibromes vont entrer en athésie carrément. Donc, ils vont devenir insignifiants. De manière évolutive, les fibromes grandissent pendant la période d'activité génitale, généralement pas après la ménopause. Si vous voyez les fibromes continuer à croître, vous pensez à un myosarcome, c'est-à-dire un fibrome qui est compliqué en cancer. Comme je vous disais dès le départ, les fibromes sont des tumeurs bénignes, généralement qui restent bénignes. Et maintenant, en matière de symptômes, est-ce que les fibromes sont symptomatiques? Est-ce que le fait d'avoir un fibrome, il faut faire une opération? Je donne toujours cette question chaque année, il y en a qui ratent cette question, soit dans les vœux ou fibrillation question à choix multiple. C'est par le fait d'avoir un fibrome qu'on va faire une intervention quelconque. On va dire d'intervention, pas nécessairement intervention chirurgicale, même médicale. Donc, les fibromes sont asymptomatiques dans la plupart des cas, et 70% des femmes auront des fibromes, mais il n'y aura pas plus que 30% qui auront des symptômes. Donc, beaucoup de femmes, si vous faites une échographie, une sonographie, vous allez trouver des fibromes dans la matrice. Mais ces fibromes, le, euh, vous allez trouver des fibromes dans la matrice, mais ces fibromes ne causent rien du tout à cette femme, mais vraiment rien du tout. Donc, c'est qui vont rester asymptomatiques, mais pas seulement asymptomatiques, mais c'est des fibromes qui vont causer pratiquement rien de tort à la personne. La personne ne saura même pas. Derrière la ménopause, les fibromes vont disparaître, donc la personne ne saura pas qu'elle a eu des fibromes. La plupart des femmes noires auront des fibromes au cours de leur existence, surtout celles qui n'auront pas beaucoup d'enfants, mais n'en sauront même pas. Donc, il y a pas toujours de symptômes associés au fibrome. Donc, la plupart du temps, c'est une découverte fortuite. Dans ce cas, il faut rien faire du tout. Même si, pour beaucoup, il faut surveiller, mais il ne faut surtout pas s'alarmer. Le fait d'avoir un fibrome, il ne faut pas dire, ben, j'ai un petit fibrome, ben, je ne vais pas avoir d'enfant, je vais avoir des problèmes. Non. Tu peux avoir des fibromes et ne rien ressentir, mais sans conséquence aucune sur votre fonctionnement gynéco, sur votre fonctionnement comme personne humaine. D'ailleurs, c'est des choses, et c'est des masses qui vont entrer en adhésie et disparaître à la ménopause. Maintenant, quand les fibromes sont symptomatiques, quels sont les symptômes les plus courants? On en a parlé déjà, n'est-ce pas? Et les symptômes les plus courants quand les fibromes sont symptomatiques, et bien sûr, on en a parlé, et, et les symptômes les plus courants quand les fibromes sont symptomatiques, est-ce qu'on n'a pas parlé? C'est les saignements, et on peut avoir aussi des douleurs et des signes de compression, on a expliqué ça tantôt, compression urinaire et des compressions digestives. Compression urinaire, comme on a dit, c'est pour la comme symptôme.
ou encore la dysurie. Compression digestive, c'est surtout digestive ou bien les organes digestifs, c'est surtout les signes digestifs, c'est notamment la constipation, les difficultés à déféquer. Donc, comme symptôme des fibromes, c'est la ménorrhagie ou la ménométrorragie, c'est le saignement, les douleurs et les gènes pelviennes, douleurs au bas-ventre, pourquoi ça y est à dire au dos, et les signes de compression, c'est notamment les signes de compression urinaire, genre pollakiurie et dysurie, et des signes de compression digestive ou encore des signes digestifs, genre et constipation. Mais aussi, il faut comprendre que les fibromes sont aussi responsables d'infertilité et même d'infécondité. L'infertilité, beaucoup de femmes qui ont des fibromes ne pourront pas tomber enceintes, et c'est quelle que soit la localisation de du fibrome, pardon. Et quelle que soit la localisation, on a vu des relations très, très étroites et de manière prouvée scientifiquement par des données probantes qu'une femme qui a des fibromes, même sous-séreux, peut avoir des difficultés à tomber enceinte. Imaginez que c'est un fibrome sous-séreux qui est dans la zone de la trompe. Donc, ça peut quand même comprimer la trompe et empêcher une grossesse et même occasionner des grossesses ectopiques. Et ça, c'est pour l'infertilité. Et certaines fois, on est obligé d'aller à la myomectomie. Moi, j'en ai fait pas mal. Et j'ai eu des résultats extraordinaires avec des fibromes avec la myomectomie. Et j'ai eu des grossesses par la suite. J'ai une blague que je donne toujours. J'ai eu une myomectomie pour une dame. Et alors, j'ai failli donner son nom, qui était la femme d'un avocat, je ne savais pas. Et on m'a payé, j'ai fait ma myomectomie, tout allait correct. Mais elle avait un gros fibrome intracavitaire, mais un gros fibrome qui était même avec une partie qui a été accouchée par le corps. Rien d'autre. Elle saignait comme une vache à chaque mois, chaque règle. Elle pouvait saigner dans son travail, à la maison. Et quelqu'un qui la connaît l'a référé à Dr. Senatus. On l'a opéré le mois d'après, en fait, juste après. On a attendu que les règles finissent cette fois-ci. On a donné des contraceptifs, on a arrêté les saignements. Et on a fait une opération qui était bien passée. On a ouvert l'utérus. Et j'ai eu une étudiante, alors une ancienne étudiante à l'école sage-femme, pour qui j'avais fait une intervention comme ça aussi. Elle avait un fibromètre cavitaire. OK, sa promotion est en service social actuellement, oui. Et elle avait un fibromètre cavitaire. Elle a été à Petite Goave et de toute façon, elle a été chez des Cubains. On a dit qu'on n'a pas vu le fibrome. On a ouvert son ventre. C'est catastrophique. Et on l'a refermé parce qu'on n'avait pas vu le fibro. Mais moi-même, elle était revenue vers moi parce que je lui ai demandé de l'argent, elle ne voulait pas payer l'opération. Elle a dit qu'elle est étudiante, elle ne va pas payer. Quand elle est revenue vers moi, j'ai refait la sonographie, le fibrom était là. Le mois d'après, je l'ai opéré, s'il vous plaît. Et vous pouvez demander des informations. Le mois d'après, je l'ai opéré. Elle avait des saignements tout le temps, des douleurs de règles. Et je n'ai pas parlé de ça aussi, de la dysménorrhée. On en a avec le fibrome, des douleurs. J'en ai parlé des douleurs, mais aussi de la dysménorrhée. Et quand j'ai enlevé le fibrome, il n'y avait qu'un fibrome intercavitaire. Comme cette dame, son fibrome était plus petit. Alors, non, un petit et un moyen. 6 cm, alors 8 cm, 4 cm. J'ai enlevé les deux petits fibromes, on a envoyé une partout, tout était correct, il n'y avait pas de cancer, il n'y avait rien. Et c'est la femme d'un Grimaud, hein. J'ai failli dire son nom, mais tout le monde connaît cette fille. Elle est en service social maintenant, dans le sud-est, je vous dis. Et bien, le mois d'après, en fait, il faut dire 6 mois après, j'ai ma caméra qui est ouverte. Ah, mais elle devait être fermée. Non, il n'y a pas de fenêtre que vous empêchez de voir. Ça c'est de votre côté parce que ma caméra est fermée. Ah, OK, c'est pour l'écran. OK, merci beaucoup. Ça, je peux, je peux laisser le ciseau. Oui, tu as raison. Ça va aller maintenant. Ça va maintenant, c'est correct? Oui, tu as raison parce qu'aujourd'hui, j'avais vu le soleil. J'ai ouvert les rideaux. Je vais sortir pour aller prendre l'autoroute, parce que normalement, quand il y a le soleil ici, c'est fou. Bon, excusez-moi, merci. Je crois que maintenant ça devrait aller. J'ai fermé, j'ai baissé le rideau et ça doit aller. Oui, Reb, alors, en tout cas, la fille, on a fait la myectomie.
Moi, que 6 mois après, elle n'a pas vu ses règles. Elle était déjà mariée, c'est une fille qui était déjà mariée. Elle était tellement malade qu'elle a perdu l'année à l'école parce qu'elle se faisait opérer par des Cubains. Par la suite, je l'ai opérée moi-même, elle a récupéré spectaculairement. Et j'en suis fier, franchement, de vous en parler parce que c'est une fille de cette école que j'ai rencontrée à cette école et qui a son bébé, etc. Et son mari est devenu un ami par la suite. Correct maintenant? OK. J'ai fermé une fenêtre sur l'écran. Sur l'écran, non. Ah, OK, je comprends. Ça va aller. C'est correct maintenant, ça devrait aller maintenant. OK, d'accord. Pas de problème. Et comme il y a un problème, vous me dites et je m'arrête parce que je vais faire le cours pour vous. C'est pas pour vous. Je crois que ça devrait aller maintenant. OK, le témoignage, c'est que on a fait la myomectomie, c'était un myome intracavitaire et comme j'ai fait pour la dame, la femme de l'avocat aussi. J'ai enlevé le fibrome, elle est repartie, tout va bien. Le mois d'après, elle a pas les règles. Mais c'était un gros fibrome chez elle. C'était un gros fibrome chez elle. C'était à peu près 15 ou 18 centimètres. Je ne me rappelle pas trop bien, mais c'était un gros fibrome. Quand on l'a enlevé, ça faisait par exemple, un petit vase, comme on dit chez nous. Et, et je ne l'ai pas revue jusqu'à 3 mois. Et elle est venue avec son mari, quelqu'un d'autre, pour me dire que le mari est entré d'abord, la dame est là, le docteur, et vous m'avez dit que si vous ne pouvez pas enlever le fibrome, vous allez enlever la matrice de ma femme. Et apparemment, vous avez enlevé sa matrice parce qu'elle n'a pas les règles depuis l'opération. Ben, j'ai pensé à probablement une synéchie parce que d'habitude, à l'époque, maintenant, je le fais systématiquement après la myectomie. Je mets un stérilet maintenant de manière systématique. Mais pour cette dame, je n'avais pas mis de stérilet parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'impact. Et à l'époque, je ne le faisais pas automatiquement. Je n'avais pas mis de stérilet. Mais je sais que la matrice était là, elle devait avoir ses règles. Elle avait une cavité qui était toute brillante et on n'avait pas vraiment fait de grand-chose. Le fibrome commençait à se détacher, il y avait des décousses partout dans le fibrome. Donc, dans la cavité, il n'y avait pas vraiment de raison pour qu'après, on ait eu des synéchies pour qu'elle n'a pas de règles du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le monsieur était tout fâché et il était prêt à faire des choses. Il me pouvait déjà des menaces, etc. Si vous enlevez, vous faites l'autre qui était avec lui, vous faites du tort, c'est des préjudices corporels, vous avez enlevé sans autorisation. J'ai dit, est-ce que vous me permettez de faire une sonographie pour vous montrer que la matrice est là? Je sais qu'il peut y avoir des complications et comme on appelle ça des synéchies, j'avais expliqué ça à madame, mais on ne peut pas avoir, et j'avais pas enlevé l'utérus. L'utérus n'est pas nécrosé parce qu'elle m'a parlé de fièvre, de plein de trucs après l'intervention. Tout s'était bien passé, l'intervention n'avait pas duré, on avait fait sous garrot, elle n'avait pas saigné du tout. Bref, c'était une intervention correcte, parfaite. Vous savez, c'est pourquoi je vous raconte l'histoire. Tout juste après l'intervention, le troisième mois, la dame est venue vers moi. J'ai fait l'échographie en intravaginal. J'ai trouvé une grossesse, vous n'allez pas me croire, de 9 semaines. Un enfant qui était quasiment formé parce qu'à pratiquement 2 mois et demi, chez nous, en échographie intravaginale, nous arrivons à voir l'enfant de manière correcte. J'ai commencé à voir les bourgeons de membres, j'ai montré les bourgeons de main, de pied. La dame était en pleurs, frise, mat, et vraiment plate, comme on dit ici. Le monsieur avec l'autre qui était avec lui, ils étaient comme fous. Monsieur a couru partout, voulait m'embrasser comme un homme. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, gardez une distance parce que moi, je suis un professionnel, je fais mon travail. La dame était déjà enceinte. Après la mébectomie, elle n'a pas eu les règles. Sa première intervention, parce que quand je fais l'intervention sur l'utérus, je profite pour faire ce qu'on appelle un drilling sur les ovaires. Donc, je touche les ovaires avec le côté. Donc, quand vous touchez les ovaires de manière chirurgicale, les ovaires ovulent plus vite, plus rapidement. Donc, elle a ovulé spectaculairement après l'intervention. Elle a été enceinte tout de suite après. Même dans une telle, il n'y avait pas beaucoup de cicatrices, sinon que la cicatrice médiane où j'avais ouvert pour enlever les fibromes, elle était déjà enceinte. Donc, c'était la petite histoire. Donc, quand ils voulaient que je dise à la dame, je démissionne de votre suivi, c'est la dernière fois que nous allons nous voir. Elle est revenue à la clinique, j'ai abandonné la clinique, j'ai dit, je ne toucherai plus à vous parce que vous me faites il n'y a pas cette confiance entre vous et moi parce que normalement, et c'est vrai que vous êtes enceinte, mais s'il y a d'autres choses que la grossesse, là, vous me ferez. Maintenant, on allait me tuer parce que maintenant, c'est plus facile. Mais à l'époque, monsieur était prêt à m'amener en justice parce que pour lui, j'avais enlevé l'utérus de sa femme. C'est pour vous dire déjà, je fais l'introduction. Place de la myomectomie dans la prise en charge de l'infertilité, oui. Moi-même, je peux en témoigner et je pourrais amener
plein de gens que j'ai opérés, que j'ai enlevé les fibromes et qui, ah ben, il faut être sûr que le fibrome est en cause dans l'infertilité. Donc, les blagues, sûrement je vais donner une question sur ces blagues, mais c'est pas pour raconter les blagues, c'est par rapport au diagnostic. Donc, le fibrome peut être responsable vraiment d'infertilité, de problèmes de grossesse. Tout comme le fibrome peut aussi être responsable comment on appelle ça, de grossesse mal tournée, comment on appelle ça, miscarriage, de grossesse qui finissent mal. Et comme c'est-à-dire, vous allez avoir la femme qui tombe enceinte, qui fait des avortements à répétition, des fausses couches, même des accouchements prématurés. Le fibrome peut être responsable. On parle d'effet fécondité dans ce cas. Oui, de fertilité, mais aussi de fécondité. Donc, et comment savoir qu'un fibrome mérite une attention? Est-ce que tous les fibromes méritent une attention? On verra ça dans la prochaine slide. Mais ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'il faut quand même pouvoir diagnostiquer un fibrome, que vous disiez. D'habitude, dans une échographie, vous pouvez tomber entre guillemets sur un fibrome. Ça ne veut rien dire, donc vous n'allez rien faire. Peut-être que vous allez faire un suivi 3 mois, 6 mois, et vous allez poser pas mal de questions s'il y a dysménorrhée, s'il y a des saignements avec les règles, etc. S'il n'y a rien du tout, il faut reprendre l'échographie. Et quelle que soit la grosseur de la fibrome, s'il n'y a pas de déformation du fibrome, peut-être que vous allez conseiller à la fille d'aller chercher un bébé tout de suite. Mais il ne faut pas dire quand même que nous allons vous opérer. Parce que le fibrome ne signifie pas opération, ne signifie même pas un traitement médical. Voilà, je voulais y arriver là, mais déjà pour parler du diagnostic, le diagnostic, l'élément royal du diagnostic du fibrome, c'est l'échographie. On n'a pas besoin de plus que ça pour faire le diagnostic des fibromes. On a besoin seulement d'une échographie. Parfois, il y a tellement de fibromes dans l'utérus, il y en a plein. On peut aller jusqu'à demander une résonance magnétique nucléaire, IRM, image résonance magnétique, de pour voir si quand même il faudra faire une intervention et comment le faire. Mais l'élément qu'il faut pour le diagnostic de fibrome dans la matrice, c'est l'échographie, la sonographie. Maintenant, quand le fibrome pose problème, quand le fibrome est symptomatique. Je vous dis franchement, dès que le fibrome est symptomatique, il faut faire une intervention. La plupart du temps, c'est asymptomatique. Quand il y a un symptôme associé au fibrome, il faudra faire quelque chose. Et il y a plusieurs façons de faire. Si la femme a complété sa famille, c'est-à-dire c'est une femme qui n'a plus besoin d'enfants, il faut enlever la matrice, c'est tout. Mais si ce n'est pas le cas, on peut faire des traitements médicaux. Il n'y a pas vraiment des traitements médicaux définitifs, mais il y a des traitements médicaux en préparation d'un traitement chirurgical ou bien pour donner à la femme sa chance d'avoir un enfant avant d'opérer. Mais parfois, la plupart du temps en Haïti, les femmes qui nous arrivent avec les symptômes de fibromes, c'est des femmes malheureusement qu'on ne peut pas traiter médicalement. C'est des femmes, si vous faites un traitement médical, c'est pour attendre le traitement chirurgical. Parce qu'en général, nous savons que nous allons prendre des tisanes, des thés, etc. Et le temps que le fibrome grossisse suffisamment et cause tellement de dégâts au niveau de l'utérus, nous sommes obligés d'aller opérer pour, et malheureusement, restaurer l'utérus. J'en ai fait pas mal et je vous disais, il y a une étudiante et un instant étudiant qui maintenant est en stage social que j'ai enlevé plusieurs fibromes, 2 fibromes dans sa matrice et la même année, elle est tombée enceinte. On a notre garçon maintenant. Et le monsieur est tout content, la famille est toute contente. Donc, c'est des choses qui arrivent, on enlève le fibrome, on fait des opérations. Mais parfois, on peut faire des traitements médicaux et surtout, on peut donner des médicaments hormonaux, mais non hormonaux pour diminuer les saignements ou bien encore pour diminuer la douleur. Donc, l'acide tranexamique, l'acide méphénamique, mais surtout, nous donnons des contraceptifs oraux, surtout à climat et progestatif. Notamment, et moi, j'essaie de donner du mini-gino, par exemple, en Haïti. Et j'enlève les parties non hormonaux, c'est-à-dire j'enlève les fers, les colorés, et je donne à la femme de prendre que les hormones. Et cette femme va passer 2, 3 mois sans règles. Et quand il n'y a pas de règles, les fibromes ne grossissent pas. Et aussi, la femme a un allègement de ses douleurs et aussi de ses saignements. Mais la plupart du temps, quand on arrête ces contraceptifs, elles reviennent avec beaucoup plus de sang, malheureusement. Donc, c'est un traitement qu'on fait généralement quand on prédispose la femme pour un traitement chirurgical, ou bien quand le monsieur n'est pas en Haïti, on fait le traitement, et quand le monsieur va venir, on arrête le traitement, elle ovule, on lui donne des inducteurs d'ovulation, elle ovule et elle tombe enceinte, même avec les fibromes. Moi, j'ai pas mal de grossesses aussi, et d'accouchements normaux avec des utérus poly, bien biomateux, mais polyfibromateux. Et comme je vous disais, si on ne veut pas d'enfants, il y a une intervention chirurgicale qu'on peut faire. Si on veut les enfants encore, si on veut préserver la fertilité, on peut faire ce qu'on appelle une intervention pour enlever les myomes, les fibromes. On appelle ça myomectomie ou bien fibromyomectomie.
c'est une intervention chirurgicale. Mais il y a d'autres procédés, notamment actuellement, on fait de plus en plus l'embolisation artérielle utérine, c'est-à-dire on va emboliser, on va mettre des substances qui vont obstruer les vaisseaux utérins, les vaisseaux qui vont sur les fibromes vont arrêter de grandir et ils vont entrer en adhésie. Ils vont carrément entrer en coalescence et nécroser tout seul. Et quand la femme ne veut plus d'enfants, malheureusement, on va faire une hystérectomie. Et l'hystérectomie, c'est l'intervention radicale pour enlever l'utérus. Bon, alors, j'ai pris cette phrase telle quelle alors, cette phrase pour vous parler un tout petit peu parce que je voulais bien insister pour dire que fibrome ne signifie pas intervention. C'est pas parce qu'une personne a un fibrome qu'on va faire l'opération, ou qu'on va donner des médicaments. J'insiste et que j'espère que vous allez retenir ça. C'est pas parce que quelqu'un a des myomes qu'on va faire une intervention chirurgicale ou bien médicale. Quand est-ce qu'on va faire une intervention? Ça, c'est une question d'examen. Je vous dis ça honnêtement. Quand est-ce qu'on va faire une intervention parce qu'il y a des fibromes? Je vous disais, la plupart du temps chez nous, en Haïti, quand les fibromes sont symptomatiques, il faudra faire quelque chose parce que les fibromes, normalement, ne sont pas symptomatiques. Mais les symptômes qui vont ramener les femmes haïtiennes à l'hôpital sont les suivants. La femme regarde que son ventre devient plus gros le plus souvent. Et vous allez voir, certaines vont dire qu'elles sont en perdition, en perdance, excusez-moi le mot, parce que ça n'existe pas dans la littérature. Et perdition, c'est parce que justement, avant les règles, les fibromes grossissent. Vous savez, quand même, il y a plein de sang dans le muscle. Donc, le ventre devient un petit peu plus gros et ça diminue un peu de volume après les règles. C'est pourquoi ces femmes-là pensent qu'elles sont enceintes. Comme la plupart du temps, elles ont aussi des troubles menstruels. Les règles vont avoir des retards et elles vont penser qu'elles tombent enceintes. Effectivement, il y a possibilité d'avoir des grossesses avec les fibromes, avec des avortements précoces, mais ce n'est pas ce qui arrive quand les femmes vous disent qu'elles sont en perdition. C'est parce qu'elles ont tellement envie d'avoir un enfant, elles voient que leur ventre devient plus gros, et puis elles pensent qu'elles sont enceintes. Mais ce qu'il faut retenir scientifiquement, effectivement, quand on a un ventre qui est une masse qui augmente rapidement de volume, et là, on craint un cancer parce que j'ai eu ça, j'ai une cousine à moi, bon, une cousine à ma maman qui avait quand même une masse qui a augmenté de volume rapidement. Elle a été à l'hôpital à Mine-Balais, j'étais même pas au courant. On m'a dit qu'on a enlevé l'utérus. Bon, j'ai demandé à ce que je vois et la masse, ben, l'histopathie, bon, j'ai parlé au docteur bon, qui est des coups pour vous, je ne veux pas dire son nom, mais ça, c'est une anomalie parce qu'on ne m'a pas expliqué, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a enlevé l'utérus. Et au premier niveau, parce que est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de faire une myectomie? Je ne sais pas, mais moi j'en ai enlevé 40 fibromes, batch aussi, 50 fibromes de matrice, et des fois les femmes vont avoir des enfants après. Mais à Ballet, je ne sais pas, on lui a enlevé sa matrice au premier coup. Je ne dis pas c'est pas vrai, c'est pas bon, mais j'aurais bien aimé avoir l'histopathie et malheureusement, elle m'a dit, elle ne sait même pas ce qu'on a fait avec la masse. Bon, bref, c'est une masse qui va augmenter de volume rapidement. C'est quelqu'un qui a des saignements utérins réfractaires, notamment si vous donnez des médicaments, vous donnez des contraceptifs ou des injections et que les saignements ne s'arrêtent pas, là, il faudra opérer ou bien, oui, bien sûr, il faudra faire une intervention chirurgicale. Et c'est comme, malgré vous donner des antidouleurs et que la femme a encore des douleurs ou encore quand la femme sent un poids sur son ventre et rien ne passe pas. Malheureusement, le poids persiste. Il faudra faire une intervention, soit mymectomie, embolisation, hystérectomie. Et quand vous voyez la personne a un ventre qui est très, très gros, une grosse masse, qui donne des symptômes urinaires, intestinaux, par exemple, et hydronéphrose. Par exemple, moi, j'ai eu une dame qui avait une hydronéphrose, c'est-à-dire de l'eau dans les reins parce que les uretères, jusqu'au rétro-péritonéal, on avait la compression. Vous savez que les uretères sont derrière dans le péritoire, comme les reins. Et bien, malheureusement, le fibrome est tellement gros, c'était une seule fibrome qui était tellement gros, comme je l'ai enlevé, c'était comme un ballon, un gros ballon gonflé, et c'était 14 kilos. Vous n'allez pas me dire, c'est pas vrai, mais un enfant ne fera pas plus que 4 kilos, rarement 5 kilos. Et c'était 14 kilos, une dame qui revenait de Bonaïve, des Bonaïves, une auxiliaire, et chez les clairs. Et en plus, c'était une masse osseuse. L'utérus s'est conservé. Je ne sais pas si elle est devenue parce qu'elle est plus revenue depuis, je ne sais pas. Mais sa soeur, qui est une infirmière, m'a dit que tout va bien chez elle. Donc, 14 kilos, un fibrome. Le docteur Bastien était mon anesthésiste. Et oui, donc on avait une masse qui était aussi grosse qu'une cuve, je ne sais pas dire, une comparaison, un panier dans son ventre.
Vous allez prendre quoi? Elle ne veut même pas s'asseoir. C'était difficile parce que quand c'est un enfant quand vous côté deux, trois enfants, les enfants ont bougé, mais le fibome ne bouge pas trop. Donc, vous savez bon, elle voulait pas l'enlever au Gonaïve, elle est venue vers moi et je l'ai enlevé pour elle. Et tout allait bien. Et le pire, c'est qu'elle était enceinte au moment que je l'enlevais, c'est après. Et il y avait un avortement qui était en cours dans l'utérus. Quand je lui ai dit qu'elle était enceinte dans la matrice, elle ne me croyait pas, elle avait 44. Donc, quand on a fait l'histopathos, on a confirmé vraiment. J'ai profité pour faire le curettage parce que la cavité était saine. Donc, malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Je lui ai dit de revenir dans les 3 mois à 6 mois pour que je contrôle et que je la mette, par exemple, sous inducteur d'ovulation. Si tout était OK, j'ai laissé son mari, mais malheureusement, elle n'est pas revenue. Je ne sais pas. D'autant que là, il vient dégénérer par rapport à la route, je ne l'ai plus revu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, quand il y a un gros effet de masse dans l'abdomen comme ça, il faudra faire une intervention. Et surtout, je vous ai parlé de l'infertilité, sur les fibromes notamment sont sous-muqueux ou bien intracavitaires. Quand il y a des fausses couches à répétition, etc. D'autres facteurs, par exemple, si la femme a des fibromes et qu'elle ne veut plus avoir d'enfant, l'utérus ne sert à rien, on va l'enlever, etc. On a dit que, par exemple, chez une femme qui va être ménopausée, on ne va pas faire une opération si ce n'est pas nécessaire. Si ce n'est pas urgent, on va donner de préférence des hormones, notamment. On va faire une castration médicale. On va donner des agonistes ou bien des agonistes et des antagonistes de la gonadotrophin releasing hormone, la GnRH, etc. Et on peut faire ça juste avant l'intervention chirurgicale. Maintenant, je vais finir parce que je vais finir un tout petit peu plus tôt aujourd'hui à 30. Et j'ai deux situations pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire chez une femme qui est ménopausée et chez qui vous découvrez un fibrome qui fait, disons, 13, mais 14 centimètres, environ plus que 10 centimètres. Et une femme qui est ménopausée, qui est venue pour une douleur au bas-ventre, mais qui tolère et parmi les explorations, vous êtes en service social et puis elle est venue avec une sonographie qu'elle a été faite, par exemple. Imaginez que vous êtes à, à Font-Jean-Noël. Il y a un poste à Font-Jean-Noël, je crois, de sage-femme, je crois, et comment on appelle ça, à Jacmel. Et puis, elle est arrivée à Jacmel, elle a été chez le Docteur Désir, Ernest, faire une échographie, quelqu'un et puis je sais que ces sonographies sont bonnes, sans une publicité gratuite pour elle, pour monsieur. Et la sonographie montre qu'elle a un fibrome avec un potentiel de croissance. C'est-à-dire, normalement, quand je fais la sonographie, moi, je fais ce qu'on appelle le Doppler. Le Doppler évalue la vascularisation. Donc, on appelle ça l'index. Et on peut quand même voir si la chose a un index vasculaire qui dit que quelque chose peut continuer à grossir. Par exemple, on a fait pour une femme ménopausée, on voit que c'est un fibrome qui peut grossir encore et qui a plus que 10 centimètres, mais elle est ménopausée. Ou bien une femme qui a un fibrome asymptomatique. Mais et encore une fois, c'est aucun symptôme, un fibrome de 2 à 3 centimètres sous sérole qui ne cause aucun problème. Quel est votre comportement? J'ouvre le micro, je vais vous faire parler maintenant. Et le micro de la classe est ouvert et vous pouvez parler. Je vous écoute. Oui, je mets ma caméra pour que n'importe qui peut répondre à la question. Une femme qui a plus que ménopausée, fibrome de plus que 10 centimètres, potentiel de croissance. Bonjour tout le monde, content de vous voir. Qu'est-ce qu'on va faire c'est comme un résumé du cours. Et qu'est-ce qu'il faut-il faire devant une femme qui est ménopausée, avec un fibrome de plus de 10 centimètres, qui ne donne pas de douleur? Et elle a une gêne pelvienne, mais elle n'a pas de douleur. Donc elle est ménopausée. Est-ce qu'elle sait? Je ne sais pas. Elle est ménopausée. Donc, qu'est-ce que vous allez faire après avoir suivi ce cours avec? Oui, oui, bonjour, bonjour. Conduite à tenir, écoutez, vous ne savez pas, mais l'examen final, je vous dis, moi, je donne des mises en situation. Je donne des cas cliniques.
Et je sais que vous êtes des sages-femmes, mais je vais mettre à votre niveau et demander aux autres, et elles vont vous dire, eh bien, elles vont vous dire, je mets à votre niveau des cas cliniques et que vous allez intervenir. Je ne fais pas de vous des gynécologues ni des obstétriciens, mais je vous donne des cas, généralement des cas entre la gynécologie ou des cas gynécologiques. Et je vous demande à réfléchir comme ça, vous prouvez que vous comprenez un peu de ce qu'on a vu en salle, en cours ensemble. Donc, ménopause, femme ménopausée, fibrome de plus de 10 centimètres avec gène pelvienne, pas de grande douleur. Conduite à tenir. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez donner des médicaments, vous allez lui dire vous allez observer ou encore de faire un suivi, ou bien vous allez demander une opération chirurgicale, genre hystérectomie. Je ne vous ai pas dit. Et hystéron signifie utérus. Ectomie, en fait, ça signifie ablation. Donc, quand on fait une hystérectomie, c'est on enlève, on fait l'ablation de l'utérus. Tumorectomie, tout ça, dès que vous voyez ectomie, ça signifie ablation. On enlève un coup. Donc, l'hystérectomie, c'est l'opération pour ça enlever l'utérus. Est-ce qu'une femme ménopause est un flou de plus de 10 centimètres qui a un léger potentiel de croissance, mais posant seulement des gènes pelviennes sans vraiment de grande douleur, sans épaule sans site de compression et digestif? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encourager cette femme, elle vous demande quel est votre avis, parce que le médecin lui a dit, vous êtes en service social, qu'est-ce que vous conseillez à cette femme? À Font-Jean-Noël, il y a une échographie à la ville de Jacmel, dont vous en êtes sûr. Et malheureusement, vous ne voulez pas répondre, je ne sais pas. Quelqu'un veut briser la glace? Il n'y aura pas de sanction, hein? Ouvrez le micro de la classe, il n'y aura pas de sanction. Quelle est la réponse? Moi, je veux vous entendre tous. C'est un débat d'ailleurs. Quelle est la réponse? Oui. La réponse, c'est qu'est-ce qu'on fait pour cette femme? Il y a ça dans votre voisinage. Il y a une tante qui est comme ça. Oui. C'est qui répond? Étudiant va bien dans des questions. OK. La question, vous ne m'entendez pas. En fait, c'est deux situations pour vous. C'est la dernière phrase. Une femme qui est ménopausée, qui a un fibrome de plus de 10 centimètres. Quels symptômes? C'est un fibrome qui ne donne pas beaucoup de symptômes, sinon qu'une gêne pelvienne. Elle sent qu'elle est gênée au niveau de son bas-ventre. Elle a fait une sonographie qui a montré le fibrome, mais qui a dit que le fibrome a un petit peu de potentiel de croissance, c'est-à-dire il est vascularisé. Pas plus que ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette femme? Est-ce que vous allez lui dire de se faire opérer? Vous allez lui dire de rentrer chez elle, elle n'a pas besoin de revenir du tout. Vous allez faire un suivi avec une sonographie à nouveau, dans combien de temps, etc. C'est ça la question. Oui, oui. Vous avez la question maintenant? Allô, allô? Allô, allô? OK, vous ne voulez pas répondre, c'est dommage. On a pris l'électricité, oui. Ah, vous n'avez plus d'électricité. Bon, eh bien, OK. On a pris l'électricité, donc on n'est plus connecté. Oui, fille. Donc, vous On étiez chez le répondra voisin. à la question dans le prochain cours. Ah, vous voulez partir déjà? Bon, pas de problème. Non, on a pris Le- l'électricité. Il n'y a plus En d'électricité. On a
Pas de problème, le prochain cours, c'est sur les pap tests et le cancer du col, avant de voir les ovaires pour finir avec ce chapitre. D'accord, mais Le avant prochain, de continuer, avant d'entamer un nouveau chapitre, en fait, un nouveau chapitre, on va tenter de répondre à la question. avec plaisir. Eh bien, OK, comme il n'y a pas d'électricité, on va s'arrêter là. Donc, Ok. en tout cas, je vous vois lundi prochain. Alors, j'allais vous parler un tout petit peu du quiz, mais j'attends que vous avez les notes. Vous allez avoir les notes d'ici la semaine prochaine. Vous saurez combien vous avez eu pour le quiz et puis on pourra en discuter pour les résultats. D'accord? D'accord, docteur. Donc, d'ici là, on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine de travail. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.